c'est intéressant parce qu'ici, géologiquement, on est à la même période à 10 millions d'années près, hein, parce que les échelles géologiques, quand plus loin on va dans le temps, plus l'unité n'est plus l'année, ni la dizaine d'années, ni le siècle, mais c'est plutôt dans les nombres de millions d'années. Et du coup, on est à peu près à la même époque ici que les terrains qui nous supportent, que lorsque nous étions sur les ardoisières de Génos le premier jour. Alors c'est intéressant, cette époque-là, moi elle me fascine parce que c'est une époque cruciale dans la vie sur Terre, puisque pendant la Terre a 4 milliards et demi d'années, et la vie sur les continents, les premiers continents ont dû émerger vers 2 millions d'années après la naissance de la Terre. Et ces continents se sont baladés, se sont réunis, se sont écartés, etc. Mais il n'y avait pas de vie sur ces continents, sauf s'il y avait de l'eau sur les continents, il y avait un peu de vie dans l'eau. Mais l'essentiel de toute la vie sur Terre, elle s'est située très vite, mais toujours dans les fonds marins. Et donc cette période-là, qui se situe à partir il y a 450 millions d'années, les continents se sont tous petit à petit, environ 200 millions d'années, ils se sont tous réunis au même endroit. Et donc c'est la Pangée, hein, dont vous avez peut-être tous entendu parler, hein, c'est ça. Je vous ai amené une image parce que c'est toujours intéressant, je pourrais vous les faire passer. C'est un truc assez bluffant dans lequel, voilà, alors, nous on est là, hein, et donc on voit ici l'Amérique du Sud qui est emboîtée dans l'Afrique, dans lequel s'emboîte Madagascar, dans lequel s'emboîte l'Inde, qui est emboîtée elle-même sur l'Australie, et le continent antarctique qui n'est pas encore au pôle, qui n'est pas sur le pôle. Et puis tout ça, ça touche ce qu'on appelle la plaque eurasienne qui est là, qui comprend l'Europe et l'Asie. Hein. Et tout ça, ça s'est réuni en un même endroit, et tout le reste de la Terre, c'était un océan immense. Et donc, dans cette période très très étonnante, c'est la période aussi où la vie commence à s'installer de manière forte sur la Terre, sur les continents émergés. Ça a été d'abord des mousses et puis des petites fougères qui étaient surtout dans les endroits un peu marécageux, un peu humides. Et puis petit à petit, les plantes ont appris à vivre dans des endroits où l'eau était plus rare. Hein, voilà. Après, quand il n'y a plus d'eau du tout, il n'y a plus de vie. Hein, mais les plantes ont réussi à coloniser petit à petit des endroits où il faisait sec, des endroits où il faisait très chaud, des endroits où il faisait très froid, etc. Et alors, dans cette période où tous les continents qui étaient séparés avant se sont réunis, ils se sont entrechoqués les uns les autres, et ça a donné à la naissance à tout un tas de montagnes à cette époque qui ont fait jusqu'à 7000, 8000 mètres d'altitude. Et alors c'est quelque chose que j'ai déjà dit l'autre jour, mais que je vais répéter là, parce que pour moi c'est fondamental, c'est ce qui nous conditionne, en dehors d'avoir un air respirable et d'avoir de l'eau. Ce qui conditionne la vie tout autour de nous, c'est le fait qu'on est tenu par des forces qui sont des forces qui viennent du bas, du centre de la Terre,
et qui poussent vers le haut, et puis des forces, la gravité, et donc la gravité aidée par l'eau qui tend à amener tout vers le bas. Et donc nous, notre configuration, notre squelette, etc., est conditionné par le fait qu'on est poussé vers le bas et notre manière de marcher, etc. Tout ça est lié, l'architecture même est liée évidemment à cette question de la gravité. Et du coup, et les Chinois, les paysagistes chinois, qui sont aussi des poètes et des philosophes, quand ils font une peinture de paysage, ils représentent les grandes forces du monde. Et très souvent, dans les peintures chinoises, vous avez des montagnes qui sont droites comme des i et qui montrent cette force-là. Et puis vous avez une cascade qui montre la verticalité avec la force qui descend. Voilà. Et donc toutes les montagnes naissent parce qu'il y a une force qui les pousse vers le haut, mais elles redescendent en quelque sorte, elles se détruisent à cause de ces forces qui les poussent vers le bas. Et donc l'Everest est une montagne assez jeune qui date de la période où voilà, l'Inde qui était là, elle va se détacher de l'Australie, elle va se détacher de l'Afrique, et elle va monter ici, et elle va rentrer en collision avec l'Eurasie. Et dans cet endroit de l'Asie, il y avait des montagnes qui étaient devenues très, très vieilles, très plates, la Mongolie, tout ça, c'est les souvenirs de ces montagnes de l'époque dont je parle là, de la Pangée. Et tout ça, ça s'est ressoulevé et l'Himalaya continue à monter parce que la force qui l'amène vers le haut continue à être plus forte que la force qui s'exerce et qui la ramène vers le bas. Et pour les Pyrénées, on est dans une phase où la force qui monte est comment dire, presque achevée, elle est atténuée, et donc la force qui mène vers le bas est devenue la plus importante. Voilà. Et donc à cette période assez décoiffante où nous avons la France qui est en face de l'Amérique du Nord, quoi, hein, et tout près du Groenland, et tout ça dans un climat tropical, pas trop loin de l'équateur, avec une terre qui était dans l'ensemble très chaude. Hein. Et du coup, voilà, ici c'est intéressant je ne sais pas si vous voyez de loin, mais c'est toutes les montagnes très anciennes de cette période hercynienne qui sont réparties dans tous les continents du monde. Et on voit bien chez nous, eh bien, il y a le massif armoricain, le massif central, les Ardennes, et puis un certain nombre de montagnes qui ont été reprises dans l'arc alpin, hein, par la suite. Les Alpes sont très jeunes, hein, elles ont 20 millions d'années de moins que les Pyrénées. Voilà, qui sont nées il y a il y a 50 millions d'années, le mouvement de l'Espagne, cette petite plaque indépendante en quelque sorte, qui était en face, la Galice était en face de la Bretagne pendant très longtemps. Puis petit à petit, l'Espagne a glissé, et puis elle a ripé et elle est venue remonter sur la plaque eurasienne et faire les Pyrénées. Alors avant d'arriver là, ce qui est intéressant, c'est de voir les premiers paysages de la vie sur Terre au Carbonifère, donc la période où précisément se sont constituées toutes les roches qu'on trouve ici. Depuis quand vous venez d'Arreau, vous quittez la vallée principale et vous vous enfilez dans la vallée du Louron et vous traversez une zone de roches granitiques, on appelle ça un pluton granitique, hein, et il y a une espèce de gorge là, dans laquelle on passe,
Et puis vous aboutissez dans le Val Louron. Et là, on est dans la zone du Carbonifère. Donc cette période incroyable où la vie est sortie de la mer. Et donc les poissons ont donné des reptiles. Les arthropodes, ces animaux articulés, sont sortis de l'eau pour donner des insectes. Il y a... alors vous voyez, les libellules faisaient 70 cm d'envergure. Les ancêtres des salamandres faisaient 2-3 mètres de long. Les mille pattes faisaient 2 mètres de long, etc. Et c'était le royaume des fougères. Les fougères pouvaient faire plusieurs dizaines de mètres de haut. Donc on était dans des forêts de fougères. On trouve des fougères arborescentes encore dans certaines forêts tropicales ou équatoriales, dans les montagnes de la Réunion, etc. Et donc tout ce foisonnement de la vie là, qui a été absolument intense, on en a gardé une connaissance très très précise et on a pu faire ces dessins de reconstitution parce que nous avons trouvé des quantités de fossiles énormes de cette vie-là, des fossiles de végétaux et d'animaux, dans le charbon. Alors, parce qu'on dit le Carbonifère, parce que c'est la période où en géologie, c'est l'étage H de la houille. Hein. Et la houille, le charbon, le coq, tout ça, ça s'est formé en grande partie à cette période-là. Et tout le charbon qu'on a utilisé au 19e et au 20e, ça vient de cette période-là. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des grandes montagnes, comme je disais, de 7000 mètres d'altitude, et qui se sont fait détruire par un climat tropical très très humide. Et donc les forêts qui étaient installées ont été ensevelies dans des coulées de matériaux qui venaient de la montagne. Et donc on a une couche de matériaux, une couche de forêts, d'animaux, de bestioles, de sol, hein, et puis une couche de cailloux et puis de sable, etc., qui sont venus dessous. Et tout ça, ça a été enfermé pendant très longtemps, ça s'est simplifié chimiquement. Il ne reste plus que le carbone à la fin. Le carbone qui est un des constituants principaux de tous les êtres vivants. Hein. Et du coup, ça donne notre charbon dans lequel on a trouvé tous les fossiles qui nous permettent de reconstituer cette vie-là. Voilà. Et donc, cet avènement, ce premier avènement de la vie, on en a des indices très 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 forts. Voilà. Ça a donné aussi, en dehors du charbon, des quantités de matériaux énormes, d'argile, de sable, de limon, etc., qui ont été recompressés par la suite, qui se sont entassés et qui se sont reconsolidés. Et en se reconsolidant, comme je le disais l'autre jour, l'argile a donné des schistes. Et c'est justement ces schistes qui sont lités, qui sont feuilletés, qui permettent de déliter la roche et de faire des ardoises. Alors des schistes, il y en a de toutes les sortes. Il y en a des schistes qui sont mélangés à des calcaires, il y a des schistes ferrugineux qui donnent des traînées rouges comme on les voit là. Il y a des schistes qui sont très noirs parce qu'ils sont très purs. C'est vraiment de l'argile pure qui a été feuilletée en schiste et qui n'a pas été oxydée par la suite par rien du tout, qui a été conservée sous la terre. Et puis les schistes qui sont en surface, ils s'altèrent, ils se transforment et ils changent de couleur. Voilà, ils s'éclaircissent ou ils rougissent ou voilà, ils pâlissent, comme vous voulez. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, quand on remonte la vallée,
c'est que de temps en temps, on remonte dans le temps, puis de temps en temps, on redescend, puis de temps en temps, on fait un saut. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où des terrains qui sont complètement disjoints en époque, du fait de la bousculade qu'il y a eu dans le soulèvement des Pyrénées, se sont retrouvés à côté les uns des autres. Hein. Donc notamment tous les terrains primaires sont des terrains qui donc très anciens, très importants, qui existaient, qui s'étaient accumulés par-dessus la croûte terrestre qui s'est formée à l'époque donc de ces continents-là, de la Pangée. Hein. Donc c'est cette croûte cristalline, hein, ces granites et ces gneiss qu'on trouve et qui sont sur les sommets, ont été resoulevés par les Pyrénées, donc le mouvement pyrénéen. Donc l'ancienne montagne est remontée, et en remontant, elle a bousculé tout ce qu'il y avait par-dessus, qui s'était accumulé par-dessus. Et donc tous ces terrains primaires, les schistes, etc. Voilà. Et donc tout ça, ça a été remonté, ça a glissé, ça s'est penché, ça s'est plissé. Il y a toutes les sortes possibles de choses possibles. Et la géologie, c'est d'une complexité énorme. Et moi, je suis loin de tout connaître. Et je ne suis pas vraiment géologue, j'ai fait de la géologie, mais je m'en sers le plus possible, mais je suis loin d'être une spécialiste de cette question-là. J'essaie de m'en servir pour expliquer les paysages qu'on voit, hein, bien sûr. Et donc, tous ces terrains-là, ils ont été énormément bousculés, et du coup, vous allez trouver, en arrivant à Saran-Colin, etc., vous allez trouver des choses les plus anciennes du primaire. Et puis, vous allez traverser après Haro, en montant vers le Valouron, des granites qui datent de la formation de ces continents-là dans cette période de la Pangée, donc il y a 500 millions d'années. Puis, vous allez tomber dans le primaire, donc après cette période-là, ici. Là, on est dans le primaire assez jeune, donc le primaire du Carbonifère. Et puis, en remontant, vous allez retrouver des époques plus anciennes du primaire. Voilà, des schistes surtout. Et puis enfin, vous allez retrouver la chaîne axiale avec des granites et des gneiss. Alors, voilà, c'est intéressant parce que la géologie, on dit c'est la science des roches, mais en fait, comme si les roches, c'était un truc là qui existait depuis toujours et qui ne changeait pas. Mais en fait, toutes les roches ont des fois toute une histoire, comme ces schistes que vous voyez là, c'est le démantèlement d'une première montagne qui a coupé les roches en petits morceaux de plus en plus fins. L'argile, c'est vraiment de l'ordre de moins du micron, donc c'est tout petit, petit, petit. Et donc le granit est devenu de l'argile. L'argile a été recompressée, qui est de nouveau devenu du schiste. Et des fois, dans les schistes que vous voyez là, il y a eu de nouveau un autre cycle comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'avant la chaîne hercynienne, il y avait donc la chaîne de la Pangée, il y a eu la chaîne calédonienne. Et donc il y a eu le même cycle comme ça. C'est pour dire que tout bouge tout le temps à des échelles de temps plus ou moins rapides. Et rien ne disparaît, mais tout se transforme, tout se reconstitue. Ce qui était meuble et fin peut donner une roche dure. Voilà. Et la géologie, ça raconte tout ça. Ça raconte la dynamique, la géodynamique. C'est donc tous les mouvements des roches, mais aussi toutes leurs transformations. Et il y a une chose aussi qu'on ne sait pas, c'est que la géologie, on dit, c'est le minéral. Et le reste, c'est la matière organique, c'est le vivant. Mais en fait, le pétrole, c'est une roche, bien qu'elle soit molle. Et c'est une roche formée que de cadavres réunis de la vie d'autrefois.
Alors moi, quand j'ai découvert tout ça, par exemple, avec le réchauffement climatique auquel on est confronté, on sait que le charbon, le pétrole, ça met des dizaines de millions d'années, des centaines de millions d'années à se constituer. C'est des dizaines de millions d'années de, de, de prolifération de la végétation, de la faune, etc., qui à un moment donné se retrouvent piégés dans un système géologique et qui pendant des millions d'années est maturé pour arriver à avoir du carbone pur. Et nous, en quelques dizaines d'années, pchit, on réutilise ce carbone. Vous voyez, ça veut dire que sur des périodes géologiques comme ça s'est formé le pétrole et le charbon, et nous sur une période géologique peanut, pchit, on utilise tout. Donc toute cette énergie que la force vitale a accumulée dans ces réservoirs, on les... Alors il y en a d'autres qui s'est oxydé, qui est parti, hein. Il n'y a pas toute l'énergie vitale qui s'est réunie dans ces éléments-là, mais ces espèces de poches de réservoirs d'énergie vitale, on les consomme là, plof, comme ça d'un seul coup. Et donc ça fait réfléchir, quoi, hein. C'est un truc assez bluffant. Et après, dans l'histoire de cette montagne des Pyrénées qui date de 40 millions, enfin 50 millions d'années, ça a été les premiers soubresauts. Et puis après, le gros du soulèvement Pyrénées, c'est il y a 40 millions d'années. Donc ça paraît très loin, mais c'est très court au niveau géologique. Et pendant, allez, on va dire 38 millions d'années, tout ce relief-là a commencé à se recomposer, à redescendre. Les Pyrénées sont redescendues. Les grandes vallées se sont constituées, notamment la vallée du Louron, avec une rivière qui a dû être beaucoup plus colossale que ce qu'elle est aujourd'hui. Les montagnes étaient plus hautes. Et puis aussi les roches qui avaient été ressoulevées, qui avaient été mises à nu par le soulèvement pyrénéen. Ces roches-là ont commencé à être érodées par l'eau, à partir en éboulis par-ci, en plaquage qui glisse par là. Et puis surtout aussi, elles se sont décomposées sur place. Et ici, ça c'est très très intéressant, et à la Grange d'Hierle aussi, on est à la frange entre d'autres terrains dont je parlais plus tard, et ces terrains qui sont ici, qui sont des terrains d'herbage. Et tous les herbages de germes, toute la station de ski d'ici, toute la station de ski qui est en face ici, c'est sur d'anciennes estives, d'anciens herbages qui étaient riches. Et qui étaient riches pourquoi? Parce que les schistes et les calcaires qui sont dessous, ce sont, comme un morceau de sucre quoi, qui se désagrège et qui a formé ici des cailloutis, ici des éléments plus fins, et qui a permis à ce qu'un sol s'installe, c'est-à-dire dès qu'on a des éléments fins, il y a des bactéries, des champignons, des vers de terre, des colamboles, des mollusques, des crustacés, des tas de trucs qui viennent se mettre dedans. Une faune qu'on ne voit pas à l'œil nu pour la plupart, hein, mais qui constitue l'essentiel du monde vivant, puisque la plus grande partie de la biomasse vivante, elle est sous terre. Elle n'est pas dessus. Nous, on n'est pas grand-chose dans le monde vivant, hein. Et du coup, dès que donc la roche s'ameublit un peu, qu'elle est un peu plus hospitalière, la vie s'installe dedans. L'essentiel de la vie et de la biodiversité, c'est sous nos pieds. Et ici, donc, il y a eu des forêts, puis des herbages, puisqu'on a défriché, et une grande partie donc, de la richesse de
de la vallée, c'est lié à ce qui se passe plus bas et dont je vais parler, mais aussi à ces herbages-là qui ont constitué, et aux cultures aussi, parce qu'il y a des cultures qui sont montées très haut. Peut-être les anciens d'ici pourront le dire, mais jusque dans les années 50-60, on a cultivé du sarrasin, du blé, du seigle, peut-être de l'orge, de l'avoine. Lin et chanvre. Hein? Le lin et le chanvre. Le lin et le chanvre, puisque pendant très longtemps, on faisait... il y avait, dans beaucoup de maisons, il y avait des métiers à tisser. Et on faisait du chanvre, de la laine, bien sûr, et avec les moutons. Mais on faisait du lin et du chanvre, et tous les habits étaient fabriqués sur place en grande partie. Jusqu'au 19e à peu près. Et donc il y avait des cultures même assez haut, des cultures comme le sarrasin qui peuvent être faites jusqu'à 1200-1300 mètres d'altitude, parce que c'est des cultures qui ont, entre le moment où vous semez et le moment où vous récoltez, il n'y a pas beaucoup de temps, il suffit de 2 mois et demi. Et du coup, les saisons qui sont courtes en montagne, ben voilà, le sarrasin était très très adapté à ça. Voilà, donc tous les paysages qu'on voit d'ici qui ont fait la richesse de la vallée, c'est à la fois ce qui se passe un peu plus bas et puis tout ce qui se passe sur ces plateaux-là qui sont complémentaires à la vallée. Parce que dans la vallée, vous avez des terrains fertiles, mais ils sont tout petits. Et finalement, depuis le début du temps où les gens se sont installés dans la vallée, même si on dit, comme on le disait tout à l'heure, que Germes n'a pas été dans les premiers villages de la vallée, ça a été quand même des lieux très investis, parce que c'était complémentaire avec ce qu'il y avait dans la vallée. Et puis à l'époque, on avait besoin des chevaux ou des vaches surtout pour tirer les charrettes, pour transporter, pour labourer, etc. Et donc il y avait beaucoup plus d'animaux, et ces animaux-là, l'été, on les mettait ici, voilà, parce qu'on n'avait pas assez de terre dans la vallée. Voilà. Et donc la première, le premier événement très récent qui a enrichi la vallée, c'est cette altération sur place de ces terrains carbonifères dont nous avons hérité de cette époque fabuleuse où l'Europe n'était pas où elle était. Voilà. Et ensuite, dans la période plus récente, on a eu une succession de glaciations, et les glaciers c'est des langues de glace, c'est des fleuves, on dit, mais ça ne se comporte pas comme un fleuve, ça se comporte plutôt comme un bulldozer, hein, qui racle sur les côtés, qui racle dessous, voilà, et qui fait un fleuve qui fait des fois plusieurs centaines de mètres d'épaisseur, et qui descend dans la vallée tout doucement, et qui finit par, en même temps qu'elle descend, la glace s'accumule et monte pendant la glaciation, et elle finit par tout ennoyer, et elle descend dans la vallée, et elle pousse devant elle des cailloux, des éléments fins, voilà, et du coup, tout ça, ça recompose complètement la vallée. Et puis, entre chaque glaciation, il y a des périodes où ça se réchauffe, donc la glace fond, et quand elle fond, elle laisse tout ce qu'elle portait en elle sur place. Et donc des gros cailloux, des fois des blocs qui font plusieurs dizaines de mètres de grosseur, et puis des éléments, et ça c'est super important, des éléments fins. Tous ces éléments-là, les gros cailloux comme les éléments fins, on appelle ça des moraines. C'est des éléments qui ont été transportés par la glace et déposés à un endroit. Hein. Et du coup, la dernière glaciation, le Würm, s'est terminée il y a 12 000 ans, 10-12 000 ans. Et donc, le glacier s'est arrêté
et il a fondu sur place. Alors il a fondu différemment selon les endroits. Il y a des endroits où il y a des gros blocs de glace qui sont restés perchés sur des espèces de replats qui avaient creusé le glacier. Et il y a donc à la fois ce qu'on appelle les moraines latérales, c'est-à-dire les endroits où le glacier charriait des éléments fins sur les versants de la montagne, sur les parties, voilà. Et il a laissé des plaquages. Alors ces plaquages ont plus ou moins glissé, sont restés sur le bas des versants. Et du coup, là où on avait des reliefs vachement durs, en fond de vallée, vous avez des ralentissements de la pente, des atterrissements sur lesquels il y a ces plaquages de moraines latérales et qui sont des moraines où il y a des gros cailloux que les gens ont enlevés ou souvent ils sont servis pour construire des murets ou même ils ont construit des maisons dessus qui se servent de ces éléments-là. Mais il y a surtout des éléments fins. Et ces éléments fins, avec un peu d'argile, ça veut dire de la terre qui garde l'eau. Et ça veut dire de la terre profonde dans laquelle les végétaux peuvent s'enraciner. Et donc des terres où on peut faire des cultures, où on peut faire des prairies grasses, bien juteuses et qui vont bien nourrir les animaux. Mais par contre, c'est sur des zones assez fines. Alors, je vous ai emmené aussi, je vais arrêter là après, on pourra reparler de tout ça, mais... On voit au-dessus de Germes, normalement il y a un endroit, je ne sais pas si ça s'est croisé depuis, on voit au-dessus de Germes, donc aux rives droite du village, un vestige de moraine latérale. On voit un peu de caillasse sortir. Donc, je ne sais pas si on la verra tout à l'heure en rentrant. Après, si vous vous rappelez, à l'école, les grands glaciers ici qu'on avait dans les vallées, donc qui montaient très très haut, on en parlait beaucoup à l'école en géographie à l'époque, le fameux plateau de Lannemezan. Ouais. Donc, qui est révélateur de glaciers énormes qui débarquaient des vallées d'Or et du Louron et qui allaient se déverser et qui a créé ce plateau de Lannemezan, dont l'altitude en fait est supérieure au niveau actuel de la Neste d'Or, donc qui collecte la Neste d'Or et du Louron. Donc c'est un vestige géologique. Et comme c'est assez un grand plateau, un peu en hauteur, enfin à l'école en tous les cas, les profs de géo en parlaient. Alors, je ne sais pas si vous en rappelez. Mais les glaciers montaient très très haut dans les vallées. C'est important d'essayer de se mettre ça dans la tête, parce que c'est la période dans laquelle on vit pratiquement. Enfin, on est après l'après-Wurth, quoi, après la dernière période de glaciation. Et donc on a vraiment le paysage, voilà. Alors c'était à tel point qu'il y avait des endroits où les glaciers des différentes vallées se réunissaient, passaient par-dessus les crêtes, quoi. Et là on peut imaginer un petit glacier qui descendait ici et donc qui a déposé, y compris sur le secteur de Germes. Alors par exemple, si vous connaissez la vallée de la Barousse, qui est pas loin, moi la première fois que je suis arrivée dans la vallée de la Barousse, que je connaissais pas, la vallée de la Barousse, il y a des montagnes, mais c'est pas des montagnes très hautes, quoi. Et il y a un bassin versant qui est pas très grand. Et quand vous vous baladez à Bramevac, à Moléon-Barousse et tout ça, où les terrains sont calcaires en grande partie, au milieu des constructions calcaires, au milieu des prés, vous trouvez des blocs erratiques, c'est des blocs qui ont été déposés par les glaciers, et dans lesquels, alors quand on les a vus une fois, on sait le lire, il y a des traces des glaciers. Souvent les blocs erratiques, ils ont des espèces de rides qui sont spécifiques de l'action des glaces. Et alors au milieu de cet endroit-là, on trouve des traces de glaciers. Et je me disais, mais qu'est-ce que fait le glacier dans la Barousse, hein, vraiment, parce que la Barousse n'avait pas une ampleur de montagne qui permettait de faire un réservoir de glace. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le glacier qui était dans la vallée de la Garonne
à un moment donné, a trouvé un col dans lequel il a jeté un bras de glace qui a ennoyé toute la Barousse. Et aujourd'hui, la Barousse, qui est un pays calcaire, donc excessivement sec, avec des sols maigres, voilà, a des plaquages morainiques, surtout, et tous les villages sont installés sur ces plaquages morainiques. Et s'il y a de la vie et de la richesse dans la vallée de la Barousse, c'est parce qu'il y a ces plaquages morainiques-là. Parce que la Garonne a bien voulu envoyer un bras dans cet endroit-là, quoi. Voilà, et ici, vous avez quelque chose d'étonnant, c'est les forces du paysage de la vallée de Louron, là où on est. Ce que je vous montre là, c'est le ruisseau principal qui est là, les crêtes qui sont orientées de la même façon, nord-sud. Par contre, les couches géologiques, elles sont est-ouest. Ça, c'est un truc assez bluffant, hein. Ça, c'est les histoires du soulèvement pyrénéen qui a tout bousculé. Et toutes les couches du primaire dont je parlais tout à l'heure sont alignées comme ça. Les petits points clairs là, c'est les altérites, c'est ce dont je vous parlais. C'est ces périodes où la roche a fondu sur place. Et puis, ce qui est très récent, toutes les formations très récentes, c'est ce qui est en bleu ici et en tache claire, tout là. Hein? Et donc, tous ces endroits-là, c'est les endroits qui ont été façonnés par le glacier et après, en post-glaciaire, c'est-à-dire il n'y a pas longtemps, hein, il y a 10 000 ans, depuis 10 000 ans, par les rivières, hein, les ruisseaux, les torrents, le Louron. Alors, vous voyez ici une continuité en bleu des alluvions, c'est-à-dire très récent, c'est ce qu'a amené la rivière, hein, voilà, qui est là, qui sont les terres les plus fertiles, hein, qui sont là. Et puis au milieu, là, vous voyez un endroit où il y a des roches. Alors vous avez une idée de où ça peut être? Le verrou, c'est le verrou où on était. C'est cette espèce de barrage des ardoisières de Génos qui ont constitué un point de freinage de toutes les glaces et qui ont permis à ce que qui ont ralenti le glacier en quelque sorte, que la glace s'accumule beaucoup dans cet endroit-là, et du coup tout cet endroit-là a été en quelque sorte fertilisé, enrichi par cette accumulation de glace très importante ici, et du coup de moraines. Alors ce que vous voyez en clair ici, c'est les moraines glaciaires. Alors il y en a à Génos, et tout à l'heure quand on était sur, avant-hier, quand on était sur la tour de Génos, on était vraiment à la limite entre la zone où affleurent les ardoises, le schiste, et la zone où arrive la moraine. Hein, voilà. Et le village lui-même, il est à cheval entre les moraines et d'autres choses qu'on voit, ces petits cônes. Je vous le ferai passer. En bas de la vallée, il y a des espèces de cônes comme ça, de matériaux qui ont été amenés par les torrents. Vous voyez, les torrents, ils dégringolent à la verticale dans ces rainures des versants qui sont très pentus. Et puis, quand ils arrivent dans la vallée, la pente diminue tout d'un coup et les énormes cailloux qui charrient, ils n'ont plus la force de les porter puisque l'eau ralentit et du coup, ils les déposent. Et ça fait une sorte de cône de déjection, c'est ce on appelle ça comme ça. Et alors, c'est intéressant de voir que en rive gauche du ruisseau, tous les villages sont installés sur ces éboulis. Alors, ces éboulis se sont constitués il y a longtemps et ils se sont colmatés, ils se sont stabilisés, ils se sont, enrichis en éléments fins qui ont été piégés dedans.
Et du coup, c'est des endroits intéressants où il y a à la fois de l'eau en profondeur, parce que dans les éboulis, il coule toujours de l'eau, et à la fois, il y a des gros rochers sur lesquels on peut accrocher des maisons. Et du coup, et à la fois, il y a des terres fines qui sont intéressantes et qui font la jonction avec les terres alluviales qu'on voit ici. Et du coup, le versant ici, vous voyez, il est beaucoup plus court. Ça, c'est la ligne de crête. Le versant est très court. Le versant qu'on a en face est beaucoup plus pentu et court que le versant qu'on a ici, qui est beaucoup plus aplani, qui est beaucoup plus grand, presque 2 fois plus grand. Et du coup, ici, ça descend à toute vitesse, ça fait tous ces cônes d'éjection. Et les villages de Pouchergues, de Génos, etc., sont installés dessus ou à proximité des cônes d'éjection. Et de l'autre côté, il y a une exception, c'est le village de Loudonvielle, qui s'est installé à un endroit où, si vous voulez, la rivière, elle descend assez vite de la montagne là-bas. Et puis, il y a un endroit où ça s'aplanit un peu et où s'est développé énormément de dépôts de la rivière. Et à cet endroit-là, c'est l'endroit un des plus fertiles et là où il y a le plus de prairies. Et c'est là où c'est le plus crève-cœur, en fait, qu'il y a un développement touristique très important. C'est à Loudunvielle, où il y a les alluvions les plus épaisses et donc la capacité nourricière de la terre la plus importante. Voilà, et après, sur tous les plaquages morainiques qui vont jusqu'à Germes et qu'on verra un peu plus haut de manière plus détaillée, eh ben, il y a à la fois de la terre fine et du coup, l'argile, elle pose plein de problèmes, mais l'argile, elle permet de retenir un peu l'eau dans la terre pendant longtemps, pendant les périodes sèches. Et du coup, elle permet aux végétaux d'être nourris, même dans les périodes où il n'y a pas, enfin d'avoir de l'eau, d'être abreuvés, on va dire plutôt, même dans les périodes où il fait très chaud et très sec. De toute façon, dans les vallées pyrénéennes et alpines, il y a beaucoup de villages et de villes, ceux qui sont installés dans les vallées, qui sont construits sur des cônes de déjection, parce que c'était les zones les plus intéressantes pour l'habitat et pour la proximité des terres fertiles. Quand on était en période intense agricole, où le premier souci c'était de se nourrir. Maintenant l'urbanisation a changé, et ça explique, y compris pour des villes assez importantes. Alors dans les Pyrénées il n'y en a pas trop, il y en a quand même quelques-unes, mais surtout dans les Alpes. Le problème des cônes de déjection, c'est que, y compris aujourd'hui, les cônes de déjection peuvent être très actifs sous les poussées des crues torrentielles, quoi, notamment avec les phénomènes de crues torrentielles. Et ici dans la vallée, enfin Jean-Luc pourra nous le confirmer, il y a des villages qui ont été très très impactés par des crues torrentielles ou des coulées de lave ou de boue, dans la vallée d'Or également, en 6 ans, avec nombre de morts et de maisons détruites, dans des passés très très récents. Donc c'était pas il y a 10 000 ans, hein, c'était il y a 50, 60, 100 ans, quoi, avec des morts, des maisons détruites, etc. Et un impact très fort sur les populations, quoi. Il y a des gens qui se souviennent encore de la coulée de lave qui est descendue, et régulièrement, au jour d'aujourd'hui, en 2021, il y a encore énormément de phénomènes torrentiels qui amènent des dégâts dans des petits villages ou dans des grandes villes, hein, que ce soit dans les Alpes ou dans les Pyrénées. Les derniers très gros événements torrentiels qu'on a eu dans les Pyrénées, c'était en 2013. En 2013, il y a eu des dégâts monstrueux dans les vallées pyrénéennes, quoi. Donc on voit bien que l'action géologique, elle continue à se dérouler, Ouais. et que le climat, quel qu'il soit, même si aujourd'hui certains phénomènes sont accélérés par le dérèglement climatique, comme on disait tout à l'heure, l'action de l'eau, elle continue à faire en sorte qu'il y a des destructions massives en bas, quoi, hein. Parce qu'en fait, on prend des bassins versants. Bon, ici, on ne le voit pas derrière, mais en 2013, il y a un sommet là qui s'appelle le Lustou, qui monte jusqu'à 3000 mètres d'altitude, avec un bassin versant énorme. Et encore aujourd'hui, on voit l'impact des précipitations qu'il y a eu pendant 3 jours en 2013. Et à 3000 mètres d'altitude, on voit ce qui s'est passé, on voit que
ça a mené beaucoup de matériaux en bas. Et en bas, ça a été la catastrophe. Des maisons détruites, des maisons envahies, des ponts emportés, etc. L'année dernière, ou il y a 2 ans, il y a eu un phénomène orageux sur l'Arbizon, donc au-dessus d'Ancizan. Donc là, il y a eu des morts, je ne sais plus quelle année, c'était la dernière 54. très grosse. 54. 54. Vous voyez, 54, c'est très très récent. Donc depuis, il y a des aménagements qui ont été faits à l'intérieur du village pour dévier éventuellement la coulée de boue qui descend. Et il y a 2 ans, il y a eu à nouveau un phénomène très très important, mais qui a été arrêté un peu plus haut que le village, quoi. Donc, faut vivre avec ça, quoi. Ça fait partie ça fait partie de la vie. Et aujourd'hui, si on revient sur des phénomènes plus locaux, penser qu'on peut arriver à des solutions rationnelles sans tenir compte de toute l'histoire géologique, qu'elle soit très ancienne ou très très récente, ça serait une erreur, quoi. Parce que l'action géologique et l'action du climat, elle va continuer à faire. Donc le problème est complexe et il n'y a pas de solution radicale très simple à appliquer. Alors on appelle ça une lave, mais c'est un terme géologique. On appelle ça une lave torrentielle. C'est un phénomène où en fait, sous l'action de l'eau, donc d'apport d'eau très très important suite à des précipitations longues, le cours d'eau reprend des matériaux très très fins. Et en fait, souvent les gens, ils appellent ça une coulée de boue. Mais nous en géologie, il y a un moment on appelle ça une lave torrentielle parce qu'elle transporte. C'est pas chaud. C'est pas chaud, ouais. C'est pas une lave volcanique, hein. C'est une lave torrentielle. Et après, on peut appeler ça une crue torrentielle, c'est en fonction des éléments que l'eau transporte. Voilà. Mais pour nous, c'est important et pour les géologues parce qu'en fait, on sait où l'eau va prendre ses matériaux, quoi. Et d'ailleurs, en face de nous, sous Val-Louron, on a ce problème de lave torrentielle. Et sur une zone aussi qui a été très modelée par l'action fluvio-glaciaire et qui fait qu'il y a une superposition de sols plus ou moins solides, plus ou moins mobilisables par les eaux qui circulent en souterrain et autres. Et à certains moments, il y a des mouvements. Il y a des mouvements. Très difficilement prévisible. C'est très difficilement prévisible. Tout à fait. Parce que comme tout était très hétérogène, des fois à 1 mètre près, c'est pas pareil, quoi. Et du coup, l'eau passe plutôt là que là, etc. Et c'est très difficile il faudrait faire des sondages partout pour pouvoir avoir une connaissance de la réalité des choses. Et du coup, il faut toujours essayer d'extrapoler avec l'histoire, avec les connaissances des habitants qui ont vu des choses qui donnent des indices. Et puis, Oui, tout à fait. Ouais. Je pense que le côté historique, il est très très important. Ouais. Très, très De pouvoir recueillir les témoignages des anciens. Enfin, pour nous, en tous les cas, nous qui travaillons sur le terrain, c'est une des choses primordiales auxquelles on s'attache. À aller recueillir des témoignages, parce qu'en fait, des témoignages qui peuvent paraître très anodins, quand on les additionne les uns au bout des autres, on se rend compte que finalement, toute cette conjonction, ça arrive à un phénomène, quoi. Et on se dit, ah, c'est bizarre, celui-là il m'a dit ça, il s'est passé ça là, ça là, ça avant on le faisait, ça on le fait plus. Et puis au bout du compte, ça confirme, ça peut confirmer des éléments scientifiques. Parce qu'effectivement, on peut avoir plein d'outils pour faire des sondages, et puis les outils s'améliorent d'année en année. Hein. Mais malgré tout, le témoignage humain, il est indispensable, quoi. Pour arriver à confirmer des éléments, quoi, hein. Et puis évidemment, l'activité humaine a forcément un impact sur, par exemple, on parlait de l'eau, des écoulements des eaux. Si vous avez des surfaces entières qui sont artificialisées, où l'eau ne peut plus pénétrer, par exemple, où l'eau circule plus selon sa manière à elle, vous pouvez avoir des déréglages plus bas. Il y a plein de cas qui montrent que s'opposer aux phénomènes naturels, en général, ça ne le fait pas longtemps, quoi. surtout Alors, en on le montagne. voit dans les dernières catastrophes, quand on voit en Allemagne les dernières catastrophes, quand on voit en France les catastrophes humaines, on va dire, qu'on constate. Souvent on dit oui, on ne pouvait pas le prévoir, on ne le savait pas. En fait, c'est pas tout à fait vrai.
il y a plein de cas où on sait qu'on aurait pu largement le prévoir ou au minimum éviter que ça se termine comme ça, quoi. Quand on urbanise dans le lit d'une rivière, il y a un moment, la rivière, si elle a envie de grossir, elle grossit. Voilà.